Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale consacrée à l'agression sauvage contre Gaza. Gaza brûle, en plus des étés chauds, vient s'ajouter au quotidien des Palestiniens, l'enfer des bombes des Palestiniens et pas des Gazaouis, comme il plaît à certains de les appeler ainsi, car nous ne voulons pas consacrer l'idée déjà suffisamment propagée d'une Palestine à deux faces. Il n'y a qu'une seule Palestine, celle de l'entité, celle que l'entité sioniste occupe impudiquement et depuis 70 ans d'injustice et d'oppression exercée contre un peuple spolié de sa terre et sans défense. Et Gaza, sous blocus depuis 2007, soit 15 ans, jour pour jour, en est la parfaite illustration. Le but du blocus n'ayant pas été atteint, Gaza est devenu à son corps défendant le souffre-douleur du gouvernement de l'entité sioniste. Gaza, meurtri depuis hier, voit son mal ressusciter à chaque campagne électorale sioniste, une carte à jouer en démonstration de force pour séduire les colons enracinés de force dans une terre qui les rejette de tous ses tripes. Entre la nuit d'hier à aujourd'hui, les raids aériens soutenus sur Gaza ont fait 15 morts pour l'instant, un bilan qui risque encore de croître. 15 martyrs palestiniens, dont un dirigeant du djihad islamique, Taysir al-Jabari. Les factions armées palestiniennes ont juré de riposter et c'est déjà fait. Qui arrêtera la machine de mort ? Qui a le courage de dénoncer l'agression sioniste ? Y a-t-il une voix dissonante pour dire Gaza se meurt ? Où le silence a plusieurs facettes. Le débat est ouvert ce soir avec une belle poignée des meilleurs consultants et défenseurs des droits de l'homme et en même temps de la cause sahraoui qui nous accompagneront tout au long de ce débat successivement. Mais pour l'instant et pour commencer, nous avons avec nous ici présent sur le plateau notre journaliste de la rédaction francophone, Sofiane Baroudi. Sofiane, bonsoir. Bonsoir. Alain. Merci d'être avec nous. Merci. Et nous aurons également par téléphone et également via Skype plein d'invités. Et nous allons tout de suite commencer avec Ziad Meddour qui se trouve à Gaza et qui aujourd'hui, en cet instant présent, va représenter nos yeux à Gaza. Il va un petit peu nous faire le point depuis hier et quels sont les développements. Nous avons également par téléphone Hala Abou Hassira, l'ambassadrice de la Palestine ou de la mission Palestine en France, qui est avec nous par téléphone. Madame Hala Abou Hassira, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Monsieur Ziad Meddour, bonsoir. Et je vais commencer directement avec vous, Monsieur Ziad Meddour. Alors, dites-nous, depuis hier, il semblerait qu'il y a eu des développements assez graves. Hélas, il y a eu 15 morts. Est-ce que le bilan qui a été donné connaît un accroissement ou pas? Est-ce qu'on restait à 15 morts, d'ailleurs 15 martyrs, dont des éléments du djihad islamique? Monsieur Ziad? Bonsoir, tout le monde, bonsoir à l'Algérie. Merci à cette chaîne internationale pour parler de la réalité telle qu'elle est. Bonsoir à Madame l'ambassadrice, Madame Hala Abou Hassira. Et donc, bonsoir à vos invités. Et la situation est terrible, ne cesse de se dégrader dans la bande de Gaza. Un bilan provisoire, il est 20 heures à Gaza. 17 morts, 17 martyrs, dont 2 enfants, 3 jeunes, une personne âgée et presque 120 blessés côté palestinien. Donc, ça montre un peu que la situation est terrible dans les territoires palestiniens à cause de cette nouvelle agression donc de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Le premier cible de cette agression, ce sont les civils. En dehors de ça, depuis hier, il y a plus de 120 maisons, immeubles, écoles, universités, mosquées qui ont été donc visées, touchées par les bombardements israéliens et parmi eux, 15 maisons qui étaient portées. Il me semble, monsieur Ziad Meddour, qu'on va juste arranger un petit peu la connexion et on passe à Hala Abou Hassira. On revient vers vous, monsieur Ziad Meddour. Madame Hala Abou Hassira, ce n'est pas la première fois que Gaza est un peu l'objectif ou la cible d'agression sioniste aujourd'hui. Mais cette fois-ci, comment expliquer cette agression? Pourquoi? Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Et encore une fois, merci à l'Algérie et merci vraiment d'avoir consacré cette émission spéciale pour l'agression contre la Palestine et la bande de Gaza ce soir. Cher Ziad, cher ami, bonsoir.
à Gaza. Malheureusement, madame, vous l'avez juste rappelé, ce scénario se répète souvent à Gaza, malheureusement, se répète chaque été, se répète à chaque fois qu'il y a des élections israéliennes en vue. Encore une fois, cette fois-ci, Israël frappe et mène une nouvelle agression cinglante contre la bande de Gaza occupée et sa population de 2 millions d'habitants assiégés depuis plus de 15 ans. Il est important de rappeler le contexte de cette agression. D'abord, ça vient dans une continuité de l'agression israélienne contre la terre palestinienne et contre le peuple palestinien. Ça vient dans la continuité de l'occupation militaire israélienne et du régime d'apartheid israélien imposé sur le peuple palestinien depuis 1948, depuis plus de 74 ans. Aujourd'hui, Israël essaye de consacrer sa force, de consacrer sa domination et sa supériorité envers le peuple palestinien et sa terre. Aujourd'hui, c'est le contexte électoral israélien aussi, les élections prévues en novembre prochain. Aujourd'hui, nous voyons un premier ministre israélien qui essaye de battre un ancien premier ministre israélien et malheureusement, c'est toujours le son palestinien qui doit coller pour qu'on séduit les colons, qu'on séduit les fanatiques et que on essaye de gagner les élections exactement comme Netanyahou l'a fait l'été dernier. L'année dernière, en mai, faisant des centaines de morts, y compris des enfants et des femmes. Cette agression vient dans la continuité de cette politique d'Israël, mais à Gaza, nous disons, comme partout en Palestine, comme à Jénine, comme à Naplouse, comme à Hébron, dans chaque ville palestinienne, nous avons le droit à combattre et à résister cette occupation cinglante, ce régime d'apartheid. Aujourd'hui, le peuple palestinien a besoin de la protection internationale selon le droit international. Aujourd'hui, c'est le peuple palestinien qui est visé, qui est agressé. Et là, nous saluons à cet égard la position de l'Algérie, oui. la position de l'Algérie avec le peuple palestinien, avec la justice, avec les droits du peuple palestinien, contre cette agression sanglante, contre cette occupation. Oui, oui, Madame Hala Abou Hassira, oui, continuez votre idée. Voilà, c'est l'Algérie qui est la voix. En fait, il faut aussi rappeler que voilà, la diplomatie algérienne a dénoncé cette agression contre Gaza. Oui, je disais, Madame Hala Abou Hassira, pour rappel que l'Algérie, par la voie de sa diplomatie, a dénoncé justement cette agression contre Gaza. Ça ne nous étonne pas. L'Algérie était toujours au premier front de défense du peuple palestinien, de ses droits légitimes, à l'indépendance et à la souveraineté et à la liberté. Et nous saluons les positions constantes et historiques de l'Algérie, de sa direction et du peuple algérien aux côtés du peuple palestinien. Et aujourd'hui, nous appelons l'ensemble de la communauté internationale de hausser la voix et de dire ça suffit à l'impunité israélienne, ça suffit que Israël reste le seul État au-dessous de la loi et de rendre Israël responsable pour ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité commis contre le peuple palestinien et sa terre. Nous appelons la CPI à accélérer son enquête contre les responsables israéliens pour les crimes de guerre qu'ils ont commis. Et aujourd'hui, nous invoquons la charte de l'ONU qui garantit la protection à la population palestinienne, au peuple palestinien sous occupation. Des morts, on veut arrêter de compter nos morts. On veut arrêter d'enterrer nos morts. Aujourd'hui et hier, des gamines, des enfants, des grandes-mères, des jeunes artistes qui ont tout l'avenir devant eux, sont en train d'être enterrés. On dit que ça suffit de garantir cette impunité à Israël.
Est-ce que vous pensez, Madame Hala Abou Hassira, désolée de vous interrompre, le message est passé, mais c'était juste pour savoir, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce regain de violence israélien contre les Palestiniens, ça a commencé déjà bien avant le Ramadan, contre donc l'Aqsa, l'esplanade, les prières, je dirais, de la mosquée, mais également en Cisjordanie, à Jenin, à Naplouse, et aujourd'hui c'est un petit peu Gaza, le dernier ou le meilleur pour la fin, même si on le dit de manière très cynique, mais ça semble être un peu cela. Est-ce que vous pensez que la visite de Biden, le président américain, y est pour quelque chose? Déjà, ce qui se passe en Palestine se passe depuis 74 ans. L'occupation et l'apartheid existent depuis 74 ans. L'agression israélienne contre le peuple palestinien est pratiquée depuis 74 ans. Ce n'est pas une nouvelle escalade, ce n'est pas une nouvelle politique d'Israël. Ça vient dans la continuité. On a vu tous ce qui se passe à Jenin, à Hébron, à Naplouse, mais particulièrement à Jenin. Ça fait des mois que des jeunes sont assassinés tous les jours. On a vu la journaliste Shirin Abu Akleh assassinée devant les caméras du monde entier. Oui. Vous parlez de la visite de Biden. C'est la visite de Biden, c'est le feu vert donné à Israël. C'est cette impunité par la visite de Biden, par le manque d'engagement américain dans un vrai processus de paix et par l'impunité accordée à Israël par l'ensemble de la communauté internationale. Et à cet égard, c'est le Conseil de sécurité qui a la responsabilité première de mettre en œuvre la Charte des Nations Unies, assurer la protection du peuple palestinien et mettre terme à l'occupation militaire israélienne. Merci beaucoup, Madame Hala Abou Hassira. Je vous remercie pour votre intervention, en sachant pertinemment que vous avez d'autres engagements. Merci d'avoir été notre invité pour cette émission consacrée à la Palestine. Tout de suite, je me tourne vers vous, Sofiane Baroudi. Au fait, on parle d'une opération qui est la plus grave, je dirais, ou la plus violente depuis celle des 11 jours, rappelez-vous, en 2021. Alors, cela veut dire que cette opération est réellement, je dirais, violente. Pourquoi chaque fois Israël a recours à ce genre de procédé? Pour quelles raisons? Que cache justement ce genre de procédé? Par rapport à la violence, je dirais que c'est une caractéristique centrale et intrinsèquement liée au régime d'apartheid et au régime colonial qui est justement perpétué contre le peuple palestinien en Palestine occupée. Après, il y a si vous voulez, de nouvelles caractéristiques par rapport à cette opération, particulièrement si on la compare à celle de l'année dernière qui s'est appelée Saif al-Quds, qui a connu pour la première fois, si vous voulez, une unité et une union de tous les fronts de lutte palestiniens, c'est-à-dire que ce soit du front armé par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la Chambre unie de commandement, qui d'ailleurs est attaquée actuellement parce que, si vous voulez, le faux leitmotiv de l'opération, c'est de combattre juste une organisation qui est le djihad islamique, avec pour objectif affiché de diviser éventuellement les rangs de la résistance palestinienne. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de craintes de l'entité sioniste qui se trouve dans une situation à la fois de crise interne, de crise politique, parce qu'on a parlé des élections de novembre et de l'autodissolution de la Knesset. Ces élections sont les 5e depuis 3 années, ce qui renseigne sur une vraie crise interne au régime sioniste qu'il n'a pas connu depuis 1948. Je citerai notamment la montée vertigineuse des courants hyperfascistes, des courants de juifs fondamentalistes, il faut le dire. D'ailleurs, c'est eux qui attaquent les lieux saints musulmans et chrétiens à El-Quds, mais pas seulement. C'est-à-dire que cette crise interne, avec aussi une opposition prononcée de l'ancien Premier ministre, qui lui-même est un criminel de guerre, si vous voulez, l'un des leitmotifs, l'un des objectifs, c'est d'unir le front intérieur, justement, contre un ennemi qui est le djihad islamique, qui est aussi lié, si vous voulez, à un ensemble régional. Et là, je passe à la deuxième raison, qui est une raison géopolitique, parce que l'entité sioniste vit une situation, si vous voulez, d'affaiblissement au niveau régional, qui est due à plusieurs facteurs. Le premier facteur, on a parlé par exemple de la visite de Biden au Moyen-Orient. L'un des objectifs de cette visite, l'un des objectifs qui était affiché, c'était de construire un front commun qui comprendrait des États arabes contre l'Iran. Cet objectif n'a pas été atteint. On a vu tout le contraire. On a vu une mobilisation de la plupart des leaders arabes qui n'ont pas
renoncer aux droits du peuple palestinien qui passe par l'application de l'initiative arabe Mubadara al-Salam al-Arabi, l'initiative arabe pour la paix, qui implique la reconnaissance d'un État palestinien et les droits du peuple palestinien. J'aimerais rajouter autre chose, et là pour vraiment, si vous voulez, situer l'état de panique que vit l'entité sioniste en lançant cette attaque sauvage devant les yeux du monde entier. L'une des raisons, c'est aussi une crainte, si vous voulez, de l'union du Front palestinien qui est conséquente justement à une initiative qui provient d'un pays et d'une nation crédible, qui est l'Algérie, qui a lancé un appel à l'union des différentes organisations palestiniennes et qui a été acceptée justement par une rencontre historique entre les deux principaux leaders des deux plus grandes organisations politico-militaires, c'est-à-dire l'OLP Fatah et le Hamas, qui a eu lieu à Alger sous justement avec l'intermédiaire du président de la République algérien. Il y a comme une volonté de s'aborder toute volonté une bonne volonté. Il y a aussi une crainte, à mon avis, vraiment une crainte existentielle quant à l'union, à un front commun palestinien qui serait soutenu par un renouveau des pays arabes, qui est représenté, à mon avis, aussi par une politique, il faut le dire, nous y reviendrons, très active de justement l'Algérie. Parce que tout simplement, c'est cette union qui fait peut-être peur, parce que le sommet arabe de la Ligue arabe en Algérie est sur les portes, et peut-être que c'est pour ça que il y a cette crainte, comme vous le disiez, Sofiane. Gardez donc l'idée, on va y revenir. Monsieur Meddour, désolé de vous avoir coupé, vu que la connexion était mauvaise. Dites-nous aujourd'hui quel est le point. Monsieur Meddour, est-ce que vous avez... Comme je viens de dire, le point... Oui, je vous entends. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, le bilan est très lourd. On a 17 morts, 17 martyrs. Parmi eux, on a une personne âgée, on a 2 enfants, 3 jeunes. Sans oublier 120 blessés, plus de 130 immeubles et maisons qui ont été visés. Les infrastructures civiles de Gaza sont visées, comme les mosquées, les écoles, les universités, les jardins. Les maisons appartiennent à des civils, les terrains agricoles. C'est ça la cible préférée de l'armée de l'occupation israélienne. Donc ça, c'est le bilan provisoire. Et ce bilan ne cesse de s'alourdir parce que, sans oublier que Gaza subit un blocus humain. Et avant cette agression, on a eu 4 jours de fermeture totale de tous les points de passage qui relient la bande de Gaza à l'extérieur. Ça veut dire, actuellement, on a seulement de 2 à 4 heures d'heures d'électricité par jour. On n'a pas d'eau, il y a un manque de moyens médicaux et de médicaments. Les hôpitaux sont débordés, donc ça montre un peu saturé. Ça montre un peu l'objectif israélien, c'est briser. C'est ça le vrai objectif israélien. C'est vrai, il y a des objectifs géopolitiques liés à la cause palestinienne, à la région, au sommet arabe, mais je pense que le vrai objectif israélien, comme chaque année, et heureusement grâce à la résistance du peuple palestinien, ils ne parviendront jamais à briser, c'est ça l'objectif, c'est briser la volonté de cette population civile qui, je rappelle, il a subi 4 agressions, donc offensives militaires israéliennes en 2009, 2012, 2014, 2021, avec des milliers de victimes et des blessés et des infrastructures civiles. Qui avait fait 260 martyrs palestiniens, cette population est toujours là, toujours, il a décidé de rester, de ne pas partir. Très bien. C'est ça qui fait peur aux Israéliens, c'est la volonté et l'attachement des Palestiniens de Gaza à leur terre. Et comme je vous avais évoqué, Gaza fait partie intégrante de la Palestine. Très bien. Monsieur Ziad Meddour, dites-nous, rassurez-nous, est-ce que ça va pour vous? Pour moi, ça va, mais pour la population, on tient le coup, mais la situation est très mauvaise pour tout le peuple. Il y a 2 millions de Palestiniens qui vivent le blocus, mais qui vivent l'horreur, qui vivent les bombardements toutes les 3 secondes, mais on tient bon. Et notre message à l'occupation sioniste, que tous vos missiles, toutes vos bombes ne changeront jamais notre attachement à la Palestine. Gaza fait partie intégrante de la Palestine et les Palestiniens de Gaza. Et notre message, ici, notre terre, nous ne partirons pas malgré toutes les conditions et malgré le silence complice de la communauté internationale et malgré la de quelques régions arabes. Heureusement qu'il y a l'Algérie et à travers cette chaîne, je salue l'Algérie, le gouvernement algérien, le président algérien Abdelmajid Tebboune pour son invitation pour unifier donc les forces palestiniennes. J'espère avec cette réunion en novembre prochain, avant le sommet arabe, qu'il y aura fin de la division interpalestinienne et une unité nationale palestinienne. Merci, Monsieur Meddour. Ziad Meddour, je vous rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Raza et vous avez également créé le département français à l'Université
l'actualité de Gaza. Je vous remercie pour votre contribution. Nous avons avec nous Monsieur Bichara Khedr, monsieur qui est professeur à l'Université de Louvain et fondateur du groupe d'études et de recherche sur le monde arabe contemporain, le GERMAC. Monsieur Bichara Khedr, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, alors, quelle lecture pouvons-nous faire aujourd'hui de cette agression sauvage de l'entité sioniste sur Gaza? Écoutez, d'emblée, je voudrais d'abord saluer l'engagement sans faille de l'Algérie aux côtés du peuple palestinien. En ce qui concerne cette 5e offensive israélienne sur Gaza, eh bien, c'est depuis 2007. Les Israéliens ont lancé une offensive en 2008, 2009, 2012, 2014, l'année dernière 2021, et voilà la 5e offensive sur Gaza. Il y a déjà des dizaines de morts et de blessés, et s'il n'y a aucune instance régionale et internationale n'est capable d'imposer un cessez-le-feu, le bilan risque d'être très lourd. Car Gaza, il faut le rappeler, est un mouchoir de poche, 360 km², 2 millions d'habitants à Gaza, qui vivent dans une sorte d'existence au rabais. Et Gaza est toujours une prison à ciel ouvert. Eh bien, les Israéliens s'acharnent sur Gaza pour liquider, comme ils disent, liquider les mouvements terroristes. Voilà le discours israélien que répètent certains journalistes européens. Oui, Israël a préparé les médias, a préparé les opinions. Qu'est-ce qu'il dit, grosso modo? Israël ne peut tolérer les roquettes du djihad islamiste et du Hamas. Il est en légitime défense. Il lutte contre des terroristes fanatiques voués à la destruction d'Israël. Israël n'a pas d'autre choix. Et les Européens comme les Américains, aujourd'hui, affirment le droit d'Israël à se défendre, alors que Gaza est assiégé, est enclavé, aucune marchandise ne peut entrer à Gaza sans autorisation d'Israël, aucune personne ne peut sortir de Gaza, même les blessés, même ceux qui ont besoin de soins médicaux ne peuvent pas quitter Gaza. Gaza est une prison à ciel ouvert, je viens de le rappeler. Eh bien, Israël cultive cette culture victimaire, et elle en fait même un fonds de commerce. Et il se dit agressé alors que c'est lui l'agresseur. Et ce qui se passe à Gaza démontre à la fois la centralité de la question palestinienne dans les affaires mondiales. 2, l'insoutenabilité du statu quo et de l'enclavement de Gaza, et le statu quo de l'occupation naturellement. Et 3, ce qui se passe à Gaza en dit long sur la politique israélienne qui ne connaît que la force pour imposer sa loi des reins à tout un peuple, le peuple palestinien, occupé depuis plus de 70 ans. Et cette question de Gaza révèle également les 2 poids, les 2 mesures de l'Occident, prompt à condamner l'agression russe en Ukraine, à le sanctionner, alors qu'il ferme les yeux, se montrant complice, ce sont les États-Unis, ou complaisants, ce sont les Européens, avec l'occupation israélienne, affirmant comme ça, du bout des lèvres, la nécessité de remettre le processus de paix sur les rails, affirmant la nécessité d'avoir 2 États, tout en sachant que cette solution des 2 États est une impossibilité géographique parce que les colonies israéliennes ont émietté le territoire palestinien, l'ont fragmenté et l'ont découpé en confettis tout à fait déconnectés. Aujourd'hui, la solution des 2 États est pratiquement une impossibilité car Israël a déjà pratiquement annexé toute la zone C, c'est-à-dire 60% du territoire. Il a annexé naturellement Jérusalem-Est, considérée aujourd'hui comme la capitale éternelle du peuple juif. Eh bien, ce qui se passe à Gaza révèle les incohérences de la communauté internationale, leur manque d'engagement pour trouver une solution juste et équitable pour le peuple palestinien, et révèle également le silence de certains pays arabes par rapport à l'agression israélienne à Gaza. Très bien. Monsieur Bichara Khedr, je vous remercie
pour avoir pris part à cette émission. Et je vous dis merci également d'avoir accepté cette invitation et votre contribution également. Au revoir, Monsieur Bichara Khedr. Monsieur Charles Saint-Pro, je passe à vous. De même qu'à Monsieur Rimbaud, je vous présente au fur et à mesure Monsieur Michel Rimbaud. Vous êtes ancien ambassadeur de France au Soudan et au Zimbabwe. Vous êtes également défenseur fervent du peuple ou de la cause palestinienne. Et nous avons également Monsieur Charles Saint-Pro, qui est géopolitologue français. Messieurs, bonsoir. Monsieur Charles Saint-Pro, vous venez d'écouter ce que vient de dire Monsieur Bichara Khedr aujourd'hui. Où va l'antitétionniste dans ses dépassements du droit international? Je crois que l'antitétionniste a une chance, c'est la communauté internationale. Le silence de la communauté internationale est intolérable et est assourdissant dans cette affaire. Et je pense que on peut avoir souffert, comme c'est le cas des Juifs, bon. Mais le problème, c'est que ça crée des droits, mais ça crée aussi des devoirs. Les enfants du ghetto de Varsovie n'ont pas le droit de massacrer les femmes et les enfants du ghetto de Gaza. Il faut être clair sur ce point. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on nous parle de terrorisme, mais un enfant de 5 ans, un vieillard, ne sont pas des terroristes, et ce sont eux les victimes. Je crois qu'il faut... J'ai sorti une histoire du nationalisme arabe récemment, aux éditions Kartala, et j'expliquais que Yasser Arafat me disait que Hamas était une création d'Israël contre le Fatah. Mais aujourd'hui, le nationalisme arabe et le nationalisme palestinien sont au plus bas. Il y a la corruption d'un régime incroyable qui est celui de Monsieur le successeur de Yasser Arafat. Bon, je pense qu'il y a là aussi un problème grave qui est le problème de qui est celui du Hamas et de Al-Quds. Bien entendu, on peut regretter que les Palestiniens abandonnent le patriotisme palestinien. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme choix? Qu'est-ce qu'ils ont comme choix d'autre que de se lancer dans les bras de l'islamisme politique? Je crois qu'il faut être clair. Il faut que la communauté internationale prenne son courage à deux mains et qu'elle supplée aux Israéliens dans ce domaine et à l'État défaillant de Palestine. Je crois qu'il y a aussi un fait, c'est que l'assassinat de Rabin par le sionisme et l'assassinat d'Arafat par le sionisme ont été un désastre. Il est temps, comme le disait Madame l'ambassadrice Abou Assira, de mettre fin à un conflit qui dure depuis 74 ans. Il est temps d'y mettre fin et il est temps que la communauté internationale ait le courage d'agir. Je pense que la France et d'autres pays européens devraient se démarquer de l'Union des États-Unis dans ce domaine, parce que les États-Unis sont les champions d'Israël, il faut être clair. Oui, mais c'est à la France, c'est aux Européens de jouer et de jouer d'une façon consciente. Michel Jaubert me disait, oui, Israël est en danger de paix, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de la paix. Oui, absolument. Il faut leur imposer la paix, parce que autrement, ils se retrouveraient face à leurs problèmes entre Ashkénazes et Séfarades, entre religieux et non religieux, etc. Les vieux démons vont se donc, réveiller. il faut leur imposer cette paix. Et il n'y a que la communauté internationale qui peut l'imposer dans le respect du droit international. Il y a des dizaines et des dizaines de résolutions qui ont été votées par les Nations Unies. Mais qui n'ont jamais été appliquées, Monsieur Charles Saint-Pro. Oui. Je disais que ces résolutions n'ont jamais été appliquées, Monsieur Charles Saint-Pro. Jamais, jamais, jamais. Alors qui, justement, pourrait... Elles existent, mais elles n'ont jamais été acceptées par l'État d'Israël, par le sionisme politique. Et je pense que aussi il y a une chose,
c'est qu'il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y avait un mouvement de la paix fort en Israël. Aujourd'hui, ils n'osent même plus manifester. Et ça, c'est un vrai problème aussi, parce que tous les Juifs et tous les Israéliens ne sont pas pour la guerre. Et je pense qu'ils ont été étouffés. Le mouvement de la paix israélien a été étouffé. Des Uri Avneri, des gens comme ça ont disparu totalement. Et ça, c'est un vrai problème aussi, parce que il n'y a plus que les sionistes fascistes qui sont au pouvoir en Israël. Il n'y a plus que qu'on entend, avec la complicité, il faut le dire, de la droite et de l'extrême droite française, qui sont plus sionistes que les sionistes. Plus zélé que le roi lui-même. Monsieur Charles Saint-Pro, restez avec nous. Je reviens vers vous, monsieur, ou je viens vers vous parce que je ne suis pas déjà venu vers vous, monsieur Michel Raimbault. Bonsoir, bienvenue. Dites-moi aujourd'hui ce qui se passe à Gaza. Il y a beaucoup de déclarations. La toute dernière, on parle de bombardements ciblés des factions de djihad islamique. Or, on sait très bien que l'entité sioniste largue des bombes sur des quartiers à forte densité humaine, c'est-à-dire que franchement le mythe des frappes chirurgicales, là il ne trouve pas du tout son essence, monsieur Raimbault. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on peut pas dire grand-chose de nouveau sur le mythe d'Israël, de ses actions. Bien évidemment, Israël se sent impuni grâce à la complicité de tel ou tel grand pays, ce que les Occidentaux appellent la communauté internationale, mais en fait, qui ne représente que les Occidentaux. Et en fait, quand je vois je m'étonne qu'on puisse encore, finalement, donner quelque crédibilité à un avenir de paix et de solution du problème palestinien dans le cadre d'une communauté internationale qui n'existe plus, si elle n'a jamais existé. Donc, c'est justement l'une des équations du problème. Alors après, toutes les explications d'Israël, dire c'est pas de notre faute et on a le droit, c'est la légitime défense, parce que les Palestiniens ceci, les Palestiniens cela, je crois que personne ne peut croire. D'ailleurs, les explications israéliennes ne passent de moins en moins bien. Et je crois ça contribue aussi à l'acharnement d'Israël à maintenir cette politique envers les Palestiniens, c'est qu'il sait qu'il n'est plus tellement que sa crédibilité est proche de zéro désormais, je pense. Enfin, sauf dans quelques milieux, mais enfin, je crois que au niveau mondial, ça ne pèse plus très très lourd. Alors par contre, le problème palestinien, c'est vrai, et le problème globalement sur le terrain reste intact. Alors je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit auparavant, et je souscris totalement. Au passage, je soutiens quand même la cause palestinienne, je tiens à le dire, je reviens oublier, mais ça je ne veux pas l'oublier, donc je soutiens absolument la cause palestinienne, et loin de donner des leçons de morale ou de critiquer le comportement des Palestiniens, je crois qu'on ne peut que leur dire chapeau, parce que dans les situations où ils se trouvent, eh bien finalement, c'est un peuple résistant, résilient, c'est pas parfait, bien évidemment, mais enfin n'empêche que globalement c'est ça, qui tient le coup depuis 75 ans, et ça il faut le faire. Alors je salue donc le peuple palestinien, son ambassadrice qui était présente de la mission Palestine, comme je salue l'Algérie, d'ailleurs qui est un des supports les plus fidèles jusqu'à maintenant de la cause palestinienne. Parce que malheureusement, la cause palestinienne a eu tendance à cesser d'être la cause sacrée des Arabes comme elle l'était il y a encore pas si longtemps, mais certains pays ont maintenu ceci, je pense à la Syrie et je pense également à l'Algérie. Donc je salue l'Algérie pour sa solidarité et sa position très très ferme et sans ambiguïté sur la cause palestinienne. Moi je voudrais, si vous permettez, dans ce qui a été dit sur les raisons du durcissement israélien, il y a le fait effectivement qu'on parle de plus en plus que l'Israël est un état d'apartheid. Ça ne plaît pas aux Israéliens, sans doute parce que c'est vrai, parce que c'est réel. Et ça, j'ai pas l'intention d'épiloguer là-dessus. De mon point de vue, ça ne se discute même pas. Et c'est pas seulement depuis quelques années, ça l'a toujours été. C'est même fondé sur l'apartheid depuis 75 ans. Mais maintenant, que ce soit pour la guerre qui avait eu lieu l'an dernier, l'embrasement en mai 2021, ou bien pour cette année, je crois que
il y a un contexte également international. On va essayer de revenir vers vous, Monsieur Rimbaud, le temps de rétablir la qualité donc de la connexion. Et je vous propose de voir ce sujet signé Sohila Akilal et qui parle justement de la riposte du djihad islamique. Et on revient pour continuer notre débat. Face à la énième agression contre Gaza, les factions de la résistance palestinienne réagissent. Elles ont tenu à rendre hommage au commandant en chef de la région nord des brigades Al-Quds, Taysir Al-Jabari, et ont exprimé leur plein soutien au mouvement de résistance palestinien. Réunies dans une chambre commune, les factions de la résistance palestinienne ont tenu l'ennemi sioniste pleinement responsable de cette agression. Elles ont assuré que la réponse interviendra conformément à la méthode déterminée par la direction de la résistance, soulignant que l'occupant sioniste doit assumer toutes les conséquences de son agression. Les brigades Azdin al-Qassam ont-elles souligné que le sang des Palestiniens tombés en martyrs ne coulera pas en vain et sera une malédiction sur l'occupation. De son côté, le mouvement de résistance Hamas a assuré que la résistance se poursuivra avec plus de détermination jusqu'à la libération de la terre et des lieux saints. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a condamné l'agression sur la bande de Gaza, soulignant que l'occupation sioniste assume entièrement la responsabilité de ce crime et ses répercussions. Fawzi Barhoum, le porte-parole du Hamas, a souligné que l'ennemi sioniste a commis un nouveau crime et il doit en payer le prix et en porter l'entière responsabilité. Pour sa part, le Front populaire de libération de la Palestine a appelé toutes les branches armées de la résistance à empêcher le plan sioniste visant à scinder la résistance palestinienne. La présidence palestinienne a, elle, condamné l'agression contre Gaza et a appelé la communauté internationale à contraindre l'entité sioniste à y mettre fin. Même chose pour le ministère des Affaires étrangères palestinien qui a dénoncé la poursuite de l'agression sioniste contre la bande de Gaza pour le 2e jour consécutif. Voilà donc, comme on vient de le voir, la réponse ne s'est pas fait attendre. Juste avant de conclure avec vous, Monsieur Charles Sempro et Monsieur Rimbaud, je vous demanderai juste un dernier mot. Je voulais savoir aujourd'hui, est-ce qu'une réaction interne du djihad islamique, de Hamas ou d'une branche armée quelconque pourrait être conséquente justement pour dissuader Israël? On sait très bien que ça s'est fait par le passé, mais ça n'a pas donné grand-chose. Monsieur Rimbaud. Oui, je voudrais dire à ce propos quand même plusieurs éléments qui n'ont pas été mentionnés. Oui, je pense que dans le contexte international, il y a le fait que le djihad islamique est le deuxième mouvement islamique qui est présent en Palestine, en dehors de l'autorité palestinienne, bien sûr, et différents partis. Mais donc il y a le Hamas, il a été question, et puis il y a le djihad islamique qui a un certain lien avec l'Iran. Et alors je crois que disons, le fait que le djihad islamique ait des liens avec l'Iran n'est certainement pas sans avoir une influence sur la résolution d'Israël de taper très fort le djihad islamique précisément. Parce que finalement, c'est en ce moment précisément que ont repris les négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis à propos du traité nucléaire qui a été violé et qu'ont quitté les États-Unis disons le traité de 2015-2016. Bon, et ça c'est très très important parce que les États-Unis voudraient, je crois que c'était un des objets de la visite de M. Biden, d'obtenir, etc. Bon, mais donc les Iraniens ne se laisseront pas manœuvrer comme ça. Je pense que c'est une façon de peser sur l'Iran. Ensuite, je pense qu'il y a le contexte international. Le contexte international, il est ce que l'on sait. On voit actuellement l'écroulement, disons littéralement, de l'hégémonie occidentale, non seulement celle qui a prévalu depuis la chute de l'Union soviétique pendant 30 ans, plus de 30 ans, mais également depuis plusieurs siècles. C'est pas rien comme phénomène, c'est un phénomène mondial, et je pense que la Palestine, bien évidemment, joue un rôle extrêmement important dans cet ordre, puisqu'elle est au cœur des problèmes du Proche-Orient, que le Proche-Orient et le Moyen-Orient sont au cœur de l'équilibre mondial, parce que c'est l'obsession des Américains, en raison notamment de la présence d'Israël dans la région. Alors je crois que c'est ça. Alors on a parlé également du contexte préélectoral, une fois de plus, mais enfin c'est plutôt presque comique, disons qu'en moins de 4 ans, on en soit aux 5e élections en Israël, comme exemple d'échantillon démocratique. Je trouve que c'est pas très très parlant. Et puis, mais enfin, pour le reste, je pense que c'est quelque chose qui pèse.
J'ai noté également, mais je crois qu'il faudra insister sur ce point. Oui, monsieur Rimbaud, je vous demanderai juste d'être rapide. Le sommet de la Ligue arabe. Je pense que l'Algérie a été connue et est connue pour devoir héberger, disons, la prochaine réunion de la Ligue arabe et, disons, avoir déclaré, et je pense que sa position n'a pas dû changer, qu'il n'y aurait pas de sommet de la Ligue arabe sans la participation de la Syrie. Merci, monsieur Rimbaud. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, l'idée que vous avez soutenue a déjà été exposée, donc vous rejoignez un petit peu notre ami collègue Sofiane Baroudi. Monsieur Charles Sempro, juste alors rapidement, le dernier mot, s'il vous plaît, avant de vous quitter, pour aller vers d'autres invités. Oui. Oui, monsieur Sempro. Les Occidentaux n'existent pas. Ils sont 800 millions au total. Ils ont suivi les États-Unis dans cette guerre stupide contre la Russie. Oui. Je pense qu'il y a vraiment un problème. Mais contrairement à d'autres intervenants, je crois à la communauté internationale. Je crois que la communauté internationale doit jouer son rôle. Parce que qui peut le jouer ? Qui peut le jouer? Les Israéliens sont des fascistes. Les Palestiniens sont à genoux. Les Arabes sont à genoux. Donc, il appartient à la communauté internationale de jouer ce rôle et d'imposer à Israël la paix. Merci, monsieur Charles Sempro. De tous les peuples de la région, d'ailleurs. Très bien. Et je pense qu'il faut imposer la paix à Israël parce que la paix, elle ne viendra pas toute seule. Absolument, surtout pas avec les Israéliens. Les sionistes sont très forts aujourd'hui. Ils ont le soutien des États-Unis. Ils ont le soutien en partie de l'Union européenne. Donc, ils n'ont aucune raison de faire la moindre concession. Et si l'on veut aboutir à une solution, il faut l'imposer. Il faut imposer la paix. Merci. C'est le rôle de la communauté. Merci. Je crois que nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup, monsieur Charles Sempro, d'avoir donc donné votre éclairage et votre point de vue sur la question. Je vous remercie. Sofiane Baroudi, je me tourne une deuxième fois vers vous. J'allais poser la même question que celle que j'ai posée à Rimbaud aujourd'hui. Est-ce que le fait que ces factions palestiniennes aujourd'hui réagissent de la manière la plus normale, c'est tout à fait normal puisque de toute façon ils sont agressés, est-ce que cela met justement les deux parties sur un pied d'égalité aujourd'hui? On sait très bien que ce n'est pas une armée. Malheureusement, ça reste juste des réactions. Cette rhétorique est encore reprise jusqu'au jour d'aujourd'hui par l'Union européenne qui met dos à dos l'agresseur et l'agressé, le bourreau et la victime. Il n'y a qu'à voir par les réactions internationales, celle de Guterres, le secrétaire général de l'ONU, celle de l'Union européenne. Je veux dire, c'est à la limite inadmissible. C'est en même temps inadmissible, mais ça fait partie aussi des éléments de langage auxquels on est habitué, qui sont concrètement des soutiens au fait accompli colonial contre le peuple palestinien, mais pas seulement. Je rappellerai aussi que l'entité sioniste ne s'est pas arrêtée à Gaza ou au territoire de la Palestine occupé depuis 1948. Il y a encore des territoires syriens, notamment le Golan, qui sont occupés depuis 1967. Il y a encore les eaux territoriales et une partie du sud Liban qui est encore occupée par l'entité sioniste. Et il y a des projets d'expansion concrets, y compris dans la zone maghrébine. On l'a notamment vu avec l'alliance belliqueuse qui est en train d'être tissée avec la monarchie marocaine dans le soutien sioniste au projet colonial marocain sur le Sahara occidental. Et j'aimerais revenir notamment sur l'idée, ce qu'expriment les organisations palestiniennes collectivement, c'est qu'il y a un peu une unité des fronts et que la confrontation ne peut pas venir d'un seul théâtre isolé des autres. C'est-à-dire que la lutte armée à Gaza pour résister justement à l'agression coloniale ne suffit pas, mais qu'il faut juguler et conjuguer à ça d'autres formes de lutte, c'est-à-dire les luttes politiques, les luttes des prisonniers palestiniens qui sont plus de 4500 dans les geôles sionistes, les luttes aussi sociales et économiques et aussi les luttes pour, si vous voulez, impulser et optimiser le boycott international. Et là, j'aimerais revenir sur, par exemple, novembre, ce n'est pas seulement le sommet d'Alger, c'est aussi, par exemple, les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et aux États-Unis, à la gauche de Biden, il y a un mouvement pro-palestinien de plus en plus important qui fait pression sur l'administration.
pour qu'il y ait des pas faits en avant vers la consécration du droit légitime du peuple palestinien à l'édification de son État et aussi à la consécration des droits les plus fondamentaux. Notamment, dernièrement, on a vu l'assassinat à ciel ouvert d'une journaliste qui est américaine et palestinienne. Sans sourciller. D'ailleurs, j'allais presque dire, en conclusion, c'est le Palestinien qui un petit peu paye le prix de toutes les campagnes électorales, présidentielles, l'Américain pour sa deuxième partie de mandat, Israël pour les prochaines élections. Au fait, franchement, le Palestinien, il a bon dos. Donc, nous allons un petit peu aborder ce volet du droit international qui est bafoué, qui est foulé sous les pieds au quotidien lorsqu'il s'agit des Palestiniens. Alors, personne ne réagit, en tous les cas, très peu de voix, on ne les entend pas, ou du moins, comme vous le disiez tout à l'heure, Sofiane Baloudi, hypocritement, dans un langage qu'on appelle diplomatique pour certaines institutions européennes et occidentales, mais pas plus, je veux dire. Et pour cela, et pour en parler, nous avons avec nous monsieur ou maître Gilles Devers, qui, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lyon et défenseur de la cause palestinienne et de la cause sahraoui. Et nous avons également monsieur François de Roche, président de l'organisation Justice et Droit sans frontières. Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir à vous, à vos téléspectateurs et notamment au professeur Gilles Devers, oui, que je salue. Oui, alors monsieur François de Roche, puisque je commence avec vous, je disais aujourd'hui, et j'allais poser une question peut-être un peu simpliste, mais il est où le droit international lorsqu'il s'agit des Palestiniens? Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, le droit international, il est bafoué. D'ailleurs, on ne comprend pas le silence du procureur général de la CPI, la Cour pénale internationale, qui depuis l'assassinat d'ailleurs de Chérine Abou Akleh, et malgré la déclaration historique à laquelle d'ailleurs le professeur Gilles Devers a participé, de la chambre préliminaire qui a reconnu l'État palestinien comme un État membre, la Cour et qui a prononcé le 5 février 2021 sa compétence sur le territoire palestinien, incluant Gaza et Jérusalem-Est. Aujourd'hui, bien sûr, le procureur général n'a pas bougé. Moi, on aurait aimé le voir bouger comme il a bougé à Mariupol quand il est parti faire la conférence de presse. Qu'est-ce que c'est que cette justice à géométrie variable? D'un côté, on va, bien sûr, c'est une agression, mais l'agression palestinienne, l'agression des territoires palestiniens par l'armée israélienne, elle est inacceptable. Et d'ailleurs, je dirais même plus grave encore, mais on ne va pas hiérarchiser l'aberration humaine, mais en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui en Palestine est excessivement grave, parce qu'on est en train d'attaquer de façon délibérée des civils. Et ce qui est rassurant quand même, malgré tout, c'est que ces crimes ne sont pas prescrits. Et de toute façon, tôt ou tard, Israël répondra devant la justice internationale. Aujourd'hui, il y a une immunité qui est accordée à Israël pour commettre ces crimes. Et on espère que la Cour pénale internationale, qui, comme je vous l'avais dit, qui vient de se déclarer compétente pour les crimes commis dans les territoires palestiniens occupés, mènera à bien son devoir, y compris en exerçant des pressions morales sur les soutiens d'Israël et notamment les États-Unis. Oui, très bien, monsieur François de Roche. Monsieur Gilles Devers, l'agression a commencé hier et elle a commencé de manière très très violente. Ça n'est pas venu crescendo. Je pense que c'est un petit peu la signature de l'entité sioniste de l'occupation et de son armée. Alors le porte-parole de l'occupation sioniste justement avait précisé que leur armée d'occupation et de répression se prépare à une opération d'1 semaine. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune volonté de revenir en arrière et de s'arrêter en dépit de quelques appels, je dirais à peine maquillés, de quelques instances pour justement aller vers un cessez-le-feu. Qu'en pensez-vous, monsieur Gilles Devers? Déjà, je salue le peuple algérien, toujours fidèle, et tous les amis que vous avez pu réunir pour cette grande cause. L'annonce est d'une violence particulière et elle annonce quelque chose de très mauvais, un très mauvais passage, c'est tout absolument certain. Et je pense que pour comprendre, il faut quand même bien ramener toujours à la base, c'est-à-dire que c'est pas simplement une attaque,
c'est une attaque par une armée qui a une force démesurée sur un peuple occupé et qu'il doit donc protéger d'après la Convention de Genève. Donc c'est pas une attaque de voisinage comme simplement. Donc d'après la Convention de Genève, il est clair que et même le Conseil de sécurité, le dit que Israël est puissance militaire occupante. Je rappelle qu'il est puissance militaire occupante même à Gaza alors qu'il n'y a plus ses soldats sur place parce qu'ils l'entourent, ils bloquent tout, la mer, etc. Donc ça c'est complètement acquis. Et quand il y a une population qui est occupée, la puissance occupante a l'obligation de la protéger. Donc non seulement on protège pas, on crée le blocus et on attaque dans des conditions qui, juridiquement, sont des crimes. Il n'y a pas de doute non plus. C'est-à-dire qu'annoncer 6 jours à l'avance, on voit ce que ça va être, mais il y a des règles qui sont tout à fait claires. C'est que c'est la distinction des civils et des objectifs civils et des objectifs militaires qui est une première infraction. La deuxième infraction, c'est le fait d'attaquer un objectif qui a un intérêt militaire, admettons, mais avec des conséquences civiles démesurées. Et la troisième infraction qui est claire, c'est le meurtre, parce que le fait de dire on a décidé d'abattre tel responsable politique, ce que viennent de faire les États-Unis en Afghanistan, c'est un crime. C'est-à-dire que de quel droit? Voilà, et je pense qu'il faut pas banaliser cette manière de faire. Les États-Unis, ils ont ouvert la voie. Et il l'avait déjà fait, mais vous devez respecter la frontière. Vous n'avez pas le droit d'aller à Bagdad et puis, à Kaboul et de tuer quelqu'un comme ça. C'est un meurtre. Donc, ce qui a été fait au départ de cette opération, c'est un meurtre. Oui. Alors, vous faites bien de le dire, Monsieur Gilles Devers. Alors, depuis le début, on ne parle pas d'agression. Tous les médias traitent l'information de façon telle que ce sont deux armées ou des combattants qui s'affrontent de part et d'autre. À aucun moment, on ne parle d'agression sioniste sur Gaza. On parle chaque fois, justement, de roquettes lancées sur Tel Aviv, sur Ashdod, sur Sderot. Mais on ne parle pas des bombes qui sont larguées sur Gaza, sur des quartiers d'habitation à très forte densité. Et vous le savez mieux que moi comment vivent les gens à Gaza. Et donc, ce n'est pas seulement pour viser des sièges ou des caches de djihad islamique, mais c'est voulu. Il y a réellement une volonté préméditée, je dirais, de tuer du Palestinien. Monsieur Gilles Devers. Oui, c'est leur méthode. Et il y a le fond de cela, c'est évidemment qu'ils n'ont absolument aucune option politique. D'ailleurs, Biden est passé sur le secteur. Il est allé voir Abbas, lui serrer la main et puis devant les caméras et puis lui donner un petit peu d'argent. Puis ensuite, il dit aux Israéliens et à leurs nouveaux alliés arabes, allez-y, feu vert. Voilà. Donc, un petit peu de violence sur les Palestiniens, ça permet de réunir tout le monde. Donc, allez-y. Il y a une complicité évidente des États-Unis et cette impunité nourrit le phénomène. Oui. Moi, ce que je veux toujours c'est rappeler, c'est qu'il faut bien revenir à la base. L'État de Palestine, il préexistait à l'État d'Israël. Et je vois les articles de presse aujourd'hui où on dit voilà l'État d'Israël attaque la population de Gaza. Mais c'est pas une population, c'est un peuple. Oui, absolument. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Voilà. Et la terre palestinienne, c'est pas une résidence, c'est la terre palestinienne souveraine. Oui. Donc quand on donne cette base-là, on rappelle. Et les mouvements de solidarité doivent toujours revenir. Je vois les résolutions qui ont été prises et déclarations faites par le gouvernement algérien, je dois dire qu'elles sont impeccables. Alors qu'on voit même dans la solidarité, à force de parler de BDS et d'apartheid, qui sont des choses intéressantes, on oublie de dire que le problème, c'est ni les étiquettes, ni l'apartheid, c'est l'occupation militaire d'un territoire qui n'est pas le vôtre. Donc, rentrez chez vous. Voilà. C'est pas plus clair. On ne peut pas faire mieux. Rentrez chez vous. Il faut trouver entendeur, Monsieur Gilles Devers. Monsieur François Deroche, je voudrais terminer avec vous. C'est pour ça que je vous laisse le soin de conclure à votre manière et de la manière que vous souhaitez. Je voudrais tout simplement dire que sous les yeux horrifiés de l'opinion publique mondiale, l'image qui était idéalisée d'Israël qui était savamment d'ailleurs entretenue par un lobby sioniste, parce qu'il faut quand même le dire haut et fort, et aujourd'hui a été pulvérisée et a volé en éclats ce vendredi 13 mai et lors des obsèques déchirantes de Shirin Abu Akleh. Et cette image qui était quasi nitifiée
qui était déjà passablement écorné, a été littéralement pulvérisé et on a découvert l'image d'Israël. Alors moi j'imagine ces prisonniers politiques qui sont aujourd'hui, ces enfants qui sont aujourd'hui dans les prisons israéliennes, qui subissent la torture, ces civils qui sont visés, cette police qui est indigne et qui ignore la sacralité de la vie humaine. Eh bien écoutez, normalement je pense qu'aujourd'hui, chaque jour, Israël marque des mauvais points. Et il faut absolument qu'un jour qu'elle réponde devant la justice internationale. D'ailleurs, je salue le professeur Gilles Devers pour tout le travail qu'il fait pour la Palestine. Il faut qu'un jour ou l'autre, il faut que Israël puisse répondre de ses crimes. Il faut qu'elle notamment, surtout qu'elle indemnise tous ces Palestiniens qu'elle a soit tués, soit déplacés. Merci beaucoup, Monsieur François Deroche, pour votre intervention. Je crois que notre émission-là tire à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Mais juste un petit rappel de tous nos invités. Aujourd'hui, nous avions avec nous Ziad Meddour, professeur à l'Université de Raza, Hala Abou Hassira, ambassadrice de la mission Palestine en France. Nous avions également Khedr Bichara, professeur à l'Université de Louvain. Il est palestinien de naissance. Michel Rembo, ancien ambassadeur de France au Soudan. Nous avions également Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, défenseur de la cause palestinienne. Monsieur François Deroche, vous étiez également avec nous, président de l'organisation Justice et Droits sans frontières. Charles Saint-Pro, géopolitologue français. Et bien sûr, sans oublier Sofiane Balodi, qui est notre collègue de la rédaction francophone. Merci, au revoir.